Bonjour à tous. Découvrons aujourd'hui la fabuleuse histoire des 5 photographies de fées et d'un gnome prises par 2 fillettes britanniques qui fascineront l'Angleterre pendant plus de 60 ans. Il semblerait que les plaques photographiques originales soient toujours conservées à la librairie Brotherton de l'université de Leeds. Quant aux 2 appareils photographiques utilisés par Elsie et Frances, ils sont exposés au National Media Museum de Bradford. Celles et ceux qui connaissent l'histoire penseront que tout cela n'est que pure tromperie. Toutefois, si les 4 des 5 photographies se sont avérées bel et bien être le résultat d'une mise en scène faite par Frances Griffiths et Elsie Wright, la 5e et dernière photographie pose encore question. Mais si vous le voulez bien, plongeons tout de suite dans cette incroyable et fascinante histoire. Remontons à l'année 1917. Frances Griffiths, 10 ans, vivait jusque-là en Afrique du Sud avec sa mère. Elle viendra à ce moment-là séjourner pour un temps chez son oncle Arthur et sa tante Polly. Dans cette maison, il y avait aussi sa cousine, Elsie Wright, 16 ans. Les fillettes passeront tout l'été ensemble dans ce charmant cottage de Cottingley, près de Bradford, dans la région du Yorkshire, qui se caractérise par ses paysages spectaculaires. À cette époque, dans cette partie de l'Angleterre en particulier, le merveilleux fait partie du quotidien. Les fées y sont très populaires et nombreux sont les enfants qui y croient. Du reste, tous les petits Britanniques sont nourris de cette culture où la magie est au cœur de la nature. Bercés par les histoires du lapin Peter de Beatrix Potter, les enfants connaissent aussi parfaitement les gnomes et les fées qui infiltrent leurs livres de chevet ainsi que ceux de leurs parents, que ce soit dans Pinocchio, les contes des frères Grimm, les romans de Dickens, de Yeats, les textes de Shakespeare. Et puis bien sûr, tous les enfants anglo-saxons connaissent aussi la fée Clochette alias Tin Tam, appelée Tinker Bell, dans le roman Peter Pan de James Barrie. Les fées sont partout dans les livres, mais aussi dans la peinture, comme dans les toiles de John Anstar Fitzgerald, de John Atkinson Grimshaw et de Joseph Noel Paton, pour n'en citer que quelques-uns. Mais c'est bien avant cela que les fées étaient présentes en Angleterre. À l'origine, ces créatures éthérées faisaient partie du petit peuple ou du peuple caché. On les associait aussi aux fantômes, à des créatures ni assez bonnes pour le ciel, ni assez mauvaises pour l'enfer. Ensuite, au XIXe siècle, le romantisme s'attachera lui aussi au folklore du petit peuple et les fées deviendront de nouveau populaires grâce à la Renaissance celtique. Elles s'appelaient alors Brownies, Hobgoblins, Banshees, Sidés, de Danaan, et puis viendra les fées de la nature, des esprits des arbres et des ruisseaux. Concernant les ailes des fées, bien que courantes dans les œuvres d'art victoriennes, elles restaient rares dans le folklore car elles volaient par magie sans ailes, parfois perchées sur des tiges de sénesson ou sur le dos d'oiseaux. À l'époque victorienne, la fée s'imposera partout dans les arts et la science. La reine Victoria était elle-même surnommée la reine des fées. Aussi, à l'époque d'Elsie et Frances, le poète et dramaturge William Butler Yeats avait écrit plusieurs ouvrages à propos des légendes irlandaises des fées et du petit peuple. Et puis surtout, il y avait cette anthologie en 12 volumes des contes féeriques d'Andrew Lang qui connaissait un énorme succès dans les pays anglo-saxons. À n'en pas douter, Elsie et ses parents en avaient certainement plusieurs volumes. Par ailleurs, un écrivain du Yorkshire, Harry Spent, affirmait que dans la région du village de Cottingley, les gens croyaient sincèrement en l'existence des fées et que dans le petit village de Harden, situé à 5 km de Cottingley, on pouvait parfois entendre la musique produite par les fées. Et lors des nuits claires, les chanceux pouvaient apercevoir les minuscules vêtements des fées suspendus aux arbres. Aussi, il faut bien comprendre qu'en 1917, les fées n'appartenaient pas exclusivement au folklore local, car dans les cercles des théosophes anglais du XIXe siècle déjà, on croyait sincèrement à l'existence des fées. Elles étaient considérées comme des cousines pas très éloignées des insectes, puisqu'elles étaient chargées de la croissance des fleurs et des plantes. Pour information, la théosophie s'intéressait aux mystères cachés de la divinité et à ceux de l'univers. Il s'agissait, et il s'agit encore, d'une forme d'ésotérisme au sens large. Donc à cette époque-là, sans qu'on puisse nécessairement les voir, les théosophes pensaient que les fées œuvraient dans de nombreux processus d'évolution des organismes ou de croissance des plantes. Selon Helena Blavatsky, fondatrice de la Société de théosophie, les règnes élémentaires se composaient de consciences vivantes de la terre, de l'eau et de l'air, nommés les élémentaux. Pour Helena Blavatsky, ces élémentaux étaient l'âme des éléments, l'énergie des forces capricieuses de la nature dont le corps s'adapterait selon l'humain qui l'apercevait. Par ailleurs, ces élémentaux n'auraient pas d'individualité et leur rôle exclusif serait de veiller à la bonne évolution des règnes minéral, végétal et animal.
Ainsi, ces créatures énergiques sans corps visible se matérialiseraient sous la forme de fées, telles qu'illustrées dans les images populaires, mais elles n'en seraient qu'une simple projection. Aussi au temps d'Elsie et de Frances, même si ce n'était déjà plus l'époque victorienne, on se passionnait encore pour le microcosme. Insectes, algues, coquillages, scientifiques, écrivains, chercheurs, artistes, tous nourrissaient un vif intérêt pour les menues formes de vie. Frances et Elsie, baignées par ces croyances, admettaient elles aussi sans doute l'idée que les fées faisaient bel et bien partie du génie créateur. Par ailleurs, il faut bien prendre conscience qu'en 1917, nous sommes encore dans la Première Guerre mondiale et les gens ont plus que jamais besoin de ce type de croyances. Ils ont besoin d'espoir et de magie pour les emmener loin de la noirceur de la guerre. Ainsi, vous imaginez peut-être mieux maintenant comment les deux fillettes, imprégnées de ces croyances, non seulement ne doutaient pas de l'existence des fées, mais surtout, elles étaient parfaitement disposées à les voir. En vérité, c'est même régulièrement qu'elles en voyaient, dans les champs et dans le bois nommé Bluebell Wood, mais aussi dans la rivière Beck, située au bout du jardin fleuri de la maison d'Elsie. La rivière était bordée de chênes, de frênes et d'épineux. Elsie et Frances voyaient aussi des fées près du réservoir d'eau et près d'un petit pont médiéval. Ravies par ces rencontres, elles seront pressées de les raconter aux parents d'Elsie. Chaque fois qu'elles retrouvaient leurs parents pour le thé, elles leur rapportaient des histoires à propos des fées et leur disaient aussi que des gnomes apparaissaient et disparaissaient selon leur volonté. Durant cet été de 1917, Elsie et Frances partageront la même grande chambre mansardée et c'est tous les jours que les deux fillettes, très complices, s'échapperont dans la forêt, pataugeront dans la rivière Beck de laquelle elles reviendront souvent trempées. À chaque fois, elles expliquent la même chose. Elles sont allées à la rivière pour voir les fées et les créatures du petit peuple. Polly, la mère d'Elsie, est malgré tout de plus en plus intriguée par les histoires de sa fille et de sa nièce. Apparemment, ce serait elle qui convaincra son mari Arthur, qui était électricien mais pratiquait la photographie, de prêter son appareil photo à un mid-quarter plate afin qu'Elsie et Frances puissent prouver leur dire. On vous croira peut-être si vous ramenez une photo. C'est ainsi qu'en juillet 1917, Arthur Wright, le père d'Elsie, accepte de prêter son appareil aux deux filles. Moins d'une heure plus tard, elles reviennent ravies d'avoir pu photographier des fées. Comme Arthur possède sa propre chambre noire, c'est lui-même qui se charge du processus. Et l'image sur la plaque photographique qu'il développe le lendemain après-midi montre Frances avec 4 fées d'une trentaine de centimètres. 3 d'entre elles dansent et la 4e joue de la flûte. La photographie a été prise à une distance d'environ 1,20 m. Mais Arthur, même s'il a développé le cliché, soupçonne sa fille. Celle-ci est très douée en dessin. Elle a étudié au Bradford Arts College pendant 3 ans. Et de plus, elle a travaillé quelques semaines dans un studio photographique. Ainsi, il se pourrait fort bien qu'elle ait tout mis en scène. Puis, 2 mois plus tard, en septembre, Elsie et Frances empruntent à nouveau son appareil photo. Cette fois-ci, sur la photographie, on voit apparaître un gnome de 30 cm de haut avec lequel Elsie semble jouer. Elle a été prise par un jour ensoleillé à une distance de 2,40 m environ. Pour décrire les couleurs des fées, les filles diront qu'elles apparaissaient avec des mélanges de mauve, de rose et de vert, bien plus apparents au niveau des ailes que sur le reste du corps. Le gnome, quant à lui, portait des collants noirs ainsi qu'un jersey dans les tons marron-rouge et un chapeau pointu de couleur rouge. Arthur était de plus en plus soupçonneux envers sa fille. Forcément, elle l'avait piégé, a fortiori que les contours des fées et du gnome étaient nets, ce qui était incompatible avec le fait que tout être en mouvement apparaîtrait nécessairement flou, car à l'époque, il fallait prendre la pose durant plusieurs secondes. Mais contrairement à son mari, Polly, la maman d'Elsie, était persuadée que sa fille et Frances avaient réellement non seulement vu des fées et un gnome, mais étaient parvenues à les photographier. Les photographies resteront d'abord dans le cercle familial, puis des imprimés seront distribués aux amis et aux voisins de la famille. Aussi, Polly Wright était une femme curieuse et ouverte d'esprit. Elle s'intéressa à l'occultisme et assistera même à une réunion de la Société théosophique à Bradford durant l'été 1919. La conférence à laquelle elle assistera devait justement aborder le thème du petit peuple. Lors de cette conférence, Polly Wright mentionnera les photographies de fées prises par sa fille Elsie. De plus en plus de personnes à partir de là s'intéresseront à son histoire. Arthur Wright en fera plusieurs imprimés qui seront présentés quelques mois plus tard à la conférence annuelle de la Société théosophique à Harrogate. Elles attirent alors l'attention d'Edward Gardner, qui était un membre éminent de la Société de théosophie. Il était le responsable de la branche londonienne.
Fort intrigué, Edward Gardner demandera alors à Arthur Wright les négatifs d'origine qui lui parviendront rapidement. Le théosophe enverra ensuite les copies des négatifs à Harold Snelling, un expert en photographie. Et ce dernier conclura, je cite, que les deux négatifs sont tout à fait authentiques et les photographies ne sont pas truquées. Elles ne présentent aucune trace de travail en studio, impliquant des modèles en carton ou en papier. Par la suite, Harold Snelling effectuera des agrandissements et rendra un verdict définitif une semaine plus tard, réitérant ce qu'il avait dit plus tôt, que les photographies étaient parfaitement authentiques. Suite à cela, Edward Gardner donnera une série de conférences à travers le Royaume-Uni. Ces conférences connaissaient un réel succès. Une semaine plus tard, Edward Gardner recevra même une lettre de Sir Arthur Conan Doyle, l'écrivain et médecin écossais auteur de Sherlock Holmes, qui par ailleurs va être fait chevalier par le roi Édouard VII en 1902. Et Sir Arthur Conan Doyle, évidemment, c'est l'écrivain que tout le monde respecte. À ce moment-là, il venait de traverser différents deuils extrêmement pénibles, à commencer par la perte de son fils, Kingsley, décédé à l'âge de 25 ans d'une pneumonie en 1918, mais aussi par la mort de son frère cadet, emporté également par une pneumonie en 1919. Endeuillé, l'écrivain écossais était plus que jamais en recherche de réponses. Il voulait prouver que le monde n'était pas que matériel et préparait aussi un livre sur le spiritualisme, The Wanderings of a Spiritualist. Il s'intéressait à la survie de l'âme, au spiritisme et par extension à tout ce qui avait un lien avec le paranormal et qui allait à l'encontre du matérialisme qui rejetait le principe spirituel. Arthur Conan Doyle était persuadé que tout ce qui était réel n'était pas forcément visible ni tangible. Il était également curieux de sujets tels que l'hypnose et la télépathie, et surtout il était très intéressé dans la psychographie, soit la photographie d'esprit ou photographie psychique. Du reste, il deviendra vice-président de la Société d'études d'images paranormales et écrira un livre à ce sujet, The Case for Spirit Photography. Aussi, concernant son attrait pour les fées, celui-ci était, pourrait-on dire, dans la famille. Tout d'abord, son oncle Richard Doyle, célèbre illustrateur de l'époque victorienne, connu pour son talent de caricaturiste, était surtout spécialisé dans les représentations du petit peuple, des lutins et des fées. Mais en plus de cela, le père d'Arthur Conan Doyle, Charles Altamont Doyle, dessinait lui aussi des fées. Il était également l'illustrateur pour la London Society, qui était un magazine londonien mensuel, et vendait aussi ses croquis pour des livres humoristiques. Mais malheureusement, Charles Doyle n'avait pas fait mouche avec ses illustrations. Il souffrira aussi de dépression et sombrera dans l'alcoolisme. Et à mesure qu'il s'enfoncera dans sa déréliction, ses tableaux de fées deviendront de plus en plus obsessionnels. Les couleurs disparaîtront au profit de l'ombre, virant au macabre, et en 1981, Charles Doyle sera interné dans une maison de repos. Malheureusement, sa dépression s'aggravera. À cela s'ajoutera des crises d'épilepsie, si bien qu'on enverra le pauvre homme à l'asile psychiatrique du Royal de Sunnyside à Montrose, puis à l'asile du Royal Édimbourg où Charles Doyle continuera à peindre compulsivement des fées qu'il affirmait alors être capable de voir. Il décédera en octobre 1893. En hommage à son père, 31 ans plus tard, en 1924, son fils organisera une exposition de ses œuvres à la Galerie Brooke de Londres. Mais retournons, si vous le voulez bien, à Cottingley. Quand Conan Doyle, à l'âge de 61 ans, eut vent des conférences d'Edward Gardner par son amie Felicia Rudolphina Scatcherd, qui était une journaliste spirit anglaise rédactrice en chef de l'International Psychic Gazette, à propos des photographies de fées de Frances et Elsie, le magazine The Strand venait justement de lui demander d'écrire un article là-dessus. À cet effet, Conan Doyle avait rassemblé un nombre impressionnant de témoignages de personnes disant être capables de voir des fées. L'écrivain écossais contactera donc sans délai Edward Gardner dans le but d'en apprendre davantage sur les photos et surtout dans le but de vérifier par lui-même leur authenticité. Le théosophe communiquera à l'écrivain le résultat des 2 expertises préliminaires qui avaient été effectuées sur les photographies, dont l'une par un spécialiste des photographies spirites, et les 2 experts avaient conclu à leur authenticité. Conan Doyle demandera alors à Gardner, dans son souci de rigueur, de mener une nouvelle enquête impartiale sur l'authenticité des clichés. Les 2 hommes se rencontreront alors à Londres afin de planifier le déroulé de leurs investigations. Gardner confiera l'adresse de la famille Wright à Conan Doyle, qui écrira à Elsie le 30 juin 1920 en lui envoyant également l'un de ses livres.
Il enverra aussi une seconde lettre à son père le même jour pour demander la permission d'utiliser des reproductions des clichés dans son article pour le magazine Le Strand. Arthur Wright acceptera. Il sera du reste, on le comprend, impressionné que l'auteur de Sherlock Holmes s'intéresse autant aux photos prises par sa fille et par Frances. Il donnera son accord. Puis, fin juillet 1920, suivant les conseils de Conan Doyle qui devait entreprendre de son côté un voyage en Australie, Edward Garner se rendra à Cottingley afin d'y rencontrer la famille Wright, à savoir Arthur, Polly et Elsie. Frances, à ce moment-là, n'était pas présente car elle s'était installée dans une maison située à quelques kilomètres de celle de sa cousine. Garner demandera à voir les lieux où les 2 photographies avaient été prises. Lors de cette rencontre, le père d'Elsie confiera à Garner ses doutes quant à la véracité des photos. Il dira qu'il avait même fouillé la chambre à coucher de sa fille et la zone autour de la rivière Beck à la recherche de morceaux d'images ou encore de découpes en carton révélant la supercherie, mais qu'il n'avait rien trouvé. Lorsqu'Edward Garner demandera à Elsie s'il lui était possible de réaliser d'autres photographies, celle-ci lui répondra qu'elle ne pourrait y parvenir qu'en compagnie de sa cousine Frances, car les faits n'apparaissaient que lorsqu'elles étaient ensemble et que par chance, elles seraient toutes les 2 réunies dans quelques jours. Après le résultat favorable des 2 premières expertises, Garner et Conan Doyle demanderont une contre-expertise par la société Kodak. Suite à cela, ils seront reçus par Monsieur West, le responsable du laboratoire londonien. Les tirages seront attentivement étudiés et M. West conviendra également que les images ne montraient aucun signe de trucage. Toutefois, par souci de prudence, les experts diront qu'il n'en demeurait pas moins que les clichés n'étaient en aucun cas une preuve de l'existence des faits. Par la suite, les tirages seront également examinés par une autre société photographique, le laboratoire Ilford. Et celui-ci, contre toute attente, déclara sans équivoque que les photos étaient de toute évidence truquées. Ainsi, si les experts admettaient à l'unanimité que le support était vérifié et qu'il n'y avait pas eu double exposition des plaques et donc aucun trucage sur les photographies en elles-mêmes, cela ne voulait pas dire que les sujets photographiés, à savoir les fées et le gnome, n'avaient pas été adroitement mis en scène par les fillettes. Par ailleurs, des amis spiritualistes de Conan Doyle s'étonneront que des êtres provenant d'autres plans, dont ils admettaient bien l'existence, puissent ainsi se matérialiser sur des photographies. L'écrivain écossais lui-même nommait les êtres du petit peuple « dwellers at the border », ce qui signifie les habitants de la frontière. Ils étaient des créatures éthérées, des énergies immatérielles évoluant dans d'autres dimensions. Mais il admettait également l'idée que les fillettes, une fois réunies, étaient capables d'émettre un champ éthérique permettant aux fées et aux gnomes de métaboliser une certaine quantité d'ectoplasme dans leur corps afin de se matérialiser. Dans le but de récolter d'autres preuves tangibles, Garner retournera à Cottingley fin juillet 1920 avec 2 appareils photographiques à objectif extra-lumineux fournis par la maison Illingworth. Il amènera également 24 plaques ultra-sensibles secrètement marquées afin d'éviter toute fraude. Elsie, qui avait 19 ans maintenant, travaillait alors dans une fabrique de cartes de Noël à Bradford. Mais ses relations avec les fées, affirmait-elle, n'avaient pas cessé. Frances, quant à elle, avait 13 ans. Elle sera invitée à rester avec la famille Wright pendant les vacances scolaires estivales, afin que, réunie avec Elsie, elle puisse prendre de nouvelles photographies. Malheureusement, après la visite de Garner, il pleuvra pendant 2 semaines sans discontinuer, et ce jusqu'au 19 août. Polly, la mère, les pressait de prendre de nouvelles preuves pour Garner. Et un jour, durant son absence, sa fille et Frances prendront 2 nouvelles photos. Et 2 jours plus tard, la 5e et dernière photo. Les négatifs seront développés par Harold Snelling. Cette fois, 2 photographies mettent en scène les jeunes filles avec des fées. Dans la première, Frances y figure avec une fée bondissante. Dans la seconde, une fée juchée sur une branche offre un bouquet de campanule à Elsie, qui décrira ses ailes comme étant proches du jaune et la partie supérieure de sa robe d'un rose pâle. Et sur la 3e et dernière photo, sont exposées plusieurs fées dont les ailes semblent se mouvoir et qui prenaient, diront les adolescentes, un bain de soleil. Arthur Wright, le père d'Elsie, toujours aussi sceptique, enverra les plaques à Garner, qui à réception fera parvenir un télégramme à Conan Doyle le 6 septembre 1920. Il séjournait alors dans la ville de Melbourne. Conan Doyle lui répondra de prendre soin de vérifier que les plaques qu'il avait données aux 2 filles étaient bien celles qu'il avait précédemment marquées. Et c'était effectivement le cas. Les 3 dernières photos ont été prises avec les plaques qui avaient été précédemment marquées.
Sir Arthur Conan Doyle a maintenant de quoi rédiger son article qui est livré en novembre 1920 puis publié dans le numéro du Strand Magazine de décembre. Il contient les tirages de plus haute résolution que les photographies originales de 1917. De très nombreux exemplaires du magazine se vendront en quelques jours. Afin de protéger l'anonymat des filles, Frances et Elsie seront nommées dans l'article Alice et Iris, et le nom Wright sera changé pour celui de Carpenters. Conan Doyle est ravi par cet accueil enthousiaste. Il espère que même si certains ne se gênent pas pour se moquer ouvertement de ses croyances, le public pourrait néanmoins finir par admettre l'existence des fées. Et par là même sensibilisé au merveilleux, il deviendrait peut-être plus réceptif à la réalité d'autres phénomènes psychiques. Mais il n'en demeurait pas moins que l'opinion publique restait partagée entre l'émerveillement d'un côté, l'hilarité et la consternation de l'autre. Elsie déclare maintenant que les faits qui se matérialisent sont désormais plus éthérées que celles prises en 1917. Conan Doyle mettrait cela sur le compte que le don médiumnique propre à l'enfance d'Elsie s'amenuise à mesure qu'elle grandit. Bref, l'effet espéré de Conan Doyle ne prend pas. Au contraire, il devient la cible de nombreuses critiques et nombreux sont ceux qui restent persuadés que l'écrivain a été abusé par une supercherie. L'historien, romancier et poète Maurice Henry Hewlett publiera du reste une série d'articles en ce sens dans la revue littéraire John O. London Weekly, disant que les fillettes s'étaient bien moquées de lui. Le journal australien de Sydney, Truth, qui sera remplacé 30 ans plus tard par le Sunday Mirror, fera paraître aussi un article le 5 janvier 1921, allant dans le même sens, et l'article demandait aux jeunes filles de révéler enfin le truc. Mais Conan Doyle et Edward Garner, campant sur leur position, prendront soin de répondre aux sceptiques, persuadés que les filles étaient sincères. À l'argument de ses détracteurs soulignant le fait que les fées sur les photographies n'avaient pas d'ombre, Conan Doyle rétorquera que celles-ci étant des créatures éthérées, elles ne pouvaient pas émettre d'ombre. L'écrivain écossais était déterminé à éclairer les Anglais englués jusqu'au cou dans le matérialisme du XXe siècle. Il devait les extirper coûte que coûte de leurs lourdes ornières et les persuader d'accueillir enfin la réalité du mystère. Mais c'est précisément ce que leurs opposants dénonçaient. Pour les zététiciens, Conan Doyle et Garner se servaient des clichés dans le seul but de propager la doctrine théosophique pour l'un et le spiritualisme pour l'autre. Mais qu'à cela ne tienne, Conan Doyle réfutait les objections les unes après les autres. Il rédigera même un livre, The Coming of the Fairies, qui sera publié pour la première fois le 1er septembre 1922. Dans son ouvrage, l'écrivain apportera de nombreux arguments pour étayer la validité des 5 photos qui étaient présentées, évoquant notamment le nombre élevé d'observations de fées dans cette région. Le fait également que dans la deuxième photo, le gnome ressemblait à une créature islandaise, et que son ami William Riley citait la région comme étant un lieu où sont consignées des observations de pixies. Aussi, l'écrivain écossais disait que les fées étaient une espèce intermédiaire entre l'être humain et le papillon, tandis que le gnome tiendrait davantage du papillon de nuit. D'après Sir Arthur Conan Doyle, il serait difficile, à la suite de cette affaire, de conclure à l'impossibilité que le petit peuple puisse bien exister. Ce dernier émettra même l'idée que ses membres seraient sans doute aussi nombreux que les humains et vivraient à la surface de la Terre, mais sur un autre plan vibratoire, puisque la perception des humains se limitait à leurs 5 sens. Il affirmait également dans The Coming of the Fairies qu'il est scientifiquement admis que certaines personnes telles que des médiums ou des clairvoyants perçoivent des choses que le commun des mortels ne peut tout au plus que pressentir. L'écrivain se demandait aussi si les fées pouvaient être également des sortes d'ectoplasmes produits par l'imagination des 2 filles et espérait qu'un jour il serait sans doute possible, grâce à de nouveaux moyens techniques, de voir ces créatures du petit peuple. Ils seront, alors je cite et traduis, aussi réels que les Esquimaux. Edward Garner effectuera une dernière visite à Cottingley en août 1921. Il remettra encore de nouveaux appareils photos et de nouvelles plaques à Elsie et Frances. Cette fois, il n'était pas venu seul car il était accompagné par le médium clairvoyant Geoffrey Hodgson, spécialiste des fées et des gnomes, que lui avait recommandé Sir Arthur Conan Doyle. Mais plus aucune photo ne sera prise. Mais Geoffrey Hodgson dira avoir pourtant bien pu voir des gnomes et des fées. Lui aussi était persuadé que les 2 filles étaient clairvoyantes et médiums. Toutefois, lors de cette visite, Elsie et Frances expliqueront aux théosophes qu'ayant grandi, elles n'avaient plus le cœur assez pur pour que les fées les honorent encore de leur compagnie.
L'écrivain et médecin Sir Arthur Conan Doyle continuera de rester persuadé que l'histoire d'Elsie et de Frances était authentique et que les faits étaient bien réels. Il défendra cette réalité jusqu'à sa mort qui surviendra en 1930. La fascination pour ce cas durera environ 60 ans, mais même encore aujourd'hui, elle perdure. Longtemps, les photographies continueront à nourrir l'imagination du public. Après cela, Frances retournera en Afrique du Sud où son père travaillait toujours et déménagera de nouveau en Angleterre où elle se mariera et s'installera dans le comté de Kent à Ramsgate. Elsie, quant à elle, exercera divers métiers artistiques. Elle ira vivre dans le Maine, aux États-Unis, puis se rendra en Inde jusqu'en 1949 et s'installera enfin dans les Midlands avec son fils. En 1966, un journaliste du Daily Express viendra l'interroger. Cette dernière, quelque peu évasive, laissera entendre de manière énigmatique qu'elle croyait avoir sans doute photographié ses pensées. Et les médias s'intéresseront alors de nouveau à l'histoire. Et les deux femmes désormais âgées camperont sur leur position. Oui, tout cela était bien réel. Interviewées en 1976 devant les caméras, Frances et Elsie maintiendront mordicus leur version de l'histoire, légèrement outrées de surcroît qu'on puisse encore remettre en doute leurs affirmations. Mais comment auraient-elles pu mentir durant 60 ans, dira Frances. Puis en 1982, Geoffrey Crowley, éditeur d'un magazine photographique, se rendra à l'université de Leeds afin d'examiner les plaques de verre et les photographies d'origine. Et ce dernier, étudiant tous les éléments d'un œil plus qu'attentif, réalisera que la première caméra qui avait pris les deux premières photos n'était pas suffisamment performante pour donner une photo aussi nette que la première, car la lentille utilisée à l'époque n'était pas assez puissante. Ainsi, la photographie avec Frances et les 4 fées ne pouvait pas être le cliché d'origine. Geoffrey Crowley parviendra à étayer sa théorie en remettant la main sur la première photographie qui était bien plus douce. Conséquemment, la photo qui avait circulé en 1920 avait été nécessairement retravaillée par un expert. Et en effet, en regardant la plaque de verre de près, on voyait clairement que le visage de Frances était adouci. Sans doute avait-il été frotté avec un produit de polissage pour métaux. Geoffrey Crowley soupçonnait même que ce soit l'œuvre du théosophe Edward Garner, l'ami de Conan Doyle. Mais il faudra attendre le mois de février 1983 pour qu'Elsie révèle enfin la supercherie, dans une lettre de 9 pages envoyée à Geoffrey Crowley. Voilà comment cela s'est passé. En 1917, Elsie, qui avait 16 ans, exaspérée par les taquineries des adultes qui ne croyaient pas en leurs histoires de fées, et voulant leur fermer le bec une fois pour toutes, décidera de mettre en scène de fausses fées. Frances lui prêtera son livre Princess Mary's Gift Book et Elsie retiendra le groupe de fées figurant à la page 141 du livre. La jeune fille qui, rappelez-vous, était douée en dessin, reproduira le dessin. Retirant les draperies, elle rajoutera des ailes, puis elle découpera les silhouettes qu'elles feront toutes les deux ensuite tenir debout sur l'herbe à l'aide d'aiguilles à chapeau plantées dans la terre. C'est ainsi que bien des années plus tard, Elsie devant les caméras avouera en riant la supercherie. Il faut bien se rendre compte que pour les deux fillettes, il ne s'agissait pas de fraude. Elles prenaient juste du bon temps, voulant simplement que les adultes les croient enfin. Quoi qu'il en soit, si Elsie admettra que l'ensemble des 5 photos était truqué, il n'en demeure pas moins que jusqu'à la fin de sa vie, Frances, qui la survivra de quelques années, maintiendra jusqu'au bout que la 5e photo, le bain de la fée, était authentique. La fille de Frances, Christine Lynch, dans une interview accordée en 2009, maintiendra aussi qu'elle croyait, tout comme sa mère, que les faits de la 5e photo étaient bien authentiques. L'écrivain Joey Cooper disait la même chose dans son ouvrage publié en 1990, The Case of the Cottonley Fairies. Je cite, « Personne n'a jamais été en mesure de donner une explication satisfaisante quant à ce qui semble apparaître sur cette image. » Après ses aveux, Frances Griffiths publiera elle-même ses réflexions dans son ouvrage Reflections on the Cottonley Fairies. Aussi l'expert photographique Geoffrey Crowley, qui avait mis en évidence le fait que sans doute Edward Garner avait retravaillé la plaque de verre de la première photographie, il ira lui aussi dans le même sens. Pour lui, le mystère de la 5e photo demeurait. Et bien plus tard, l'universitaire mathématicien et chercheur en parapsychologie Yves Lignon dira la même chose dans une émission de Sud Radio. Il réitérera la même chose dans un chapitre de son ouvrage « Quand la science rencontre l'étrange ». Enfin, dans une interview accordée à Joey Cooper au début des années 1980, Frances dira elle aussi à propos de la 6e photo
C'était un après-midi pluvieux. Nous étions en train de nous amuser avec les appareils photographiques. C'est alors que j'ai vu ces fées dans l'herbe. Je les ai juste visées avec l'appareil et j'ai pris une photographie. Elle dira aussi que la photographie avait été prise près d'un réservoir. Pendant qu'elles discutaient tranquillement avec Elsie, elles ont vu apparaître une sorte de brume qui précédait toujours la survenue des fées. Et c'est alors qu'elle avait appuyé sur l'appareil. Cette photo est troublante car si la fée de droite ressemble à ce qu'une découpe de papier aurait pu donner, les autres fées apparaissent transparentes. On devine l'herbe derrière leur voilage mais également derrière leur corps. Ainsi s'il y a eu supercherie, comment les deux jeunes filles s'y sont prises pour donner cette impression que les fées sont en train de se matérialiser? Dites-moi ce que vous en pensez. Si les deux femmes ont gardé le secret pendant si longtemps, c'est parce qu'elles s'étaient promis de ne rien révéler. Convaincue de l'existence des fées, particulièrement Frances, d'après ce que j'ai lu, elles voulaient que tout le monde croie en leur histoire. Mais jamais elles n'ont eu l'intention une seule fois de frauder. Et quand Sir Arthur Conan Doyle lui-même était persuadé de la véracité de leur histoire, elles étaient piégées. Elles n'ont pas osé lui faire front et nier en bloc. Si cet homme célèbre et sérieux authentifiait leur histoire, elles ne pouvaient en aucun cas décemment le discréditer. Dans une interview télévisée qui aura lieu en 1985 pour l'émission Arthur C. Clarke's Worlds of Strange Powers, Elsie déclarera qu'elle et Frances étaient trop gênées d'avouer la vérité. Frances dira n'avoir jamais considéré les photographies comme étant une fraude, c'était pour les deux fillettes un simple jeu, et qu'à ce jour elle ne comprend pas pourquoi tant de monde voulait être dupe. Elsie était tout aussi incrédule devant le fait que leur petite blague d'enfant ait pris une telle ampleur sur une si longue durée. Comme le dira très justement l'un des détracteurs de l'affaire, le magicien démystifieur James Randi, à partir du moment où les adultes se sont emparés du simple canular innocent de ces deux petites filles, celles-ci n'ont plus eu aucun contrôle sur les événements. Le seul dernier doute qui subsiste encore aujourd'hui sur les faits photographiés de Cottingley est la dernière des photos prises en 1920. Voilà pour cette incroyable histoire des fées de Cottingley. Les très belles photographies prises par les fillettes inspireront du reste l'illustratrice britannique Cicely Mary Barker, qui dessinait des fées et des elfes en 1918 et réalisera en 1923 ses célèbres dessins de fées fleurs et publiera 2 ans plus tard son livre d'images Flower Fairies of the Summer. Enfin, pour l'anecdote, en octobre 2018, les 2 premières photographies de la série des 5 seront estimées à 700 et 1000 livres sterling et seront finalement vendues pour la somme de 20 400 livres. Chris Albury, commissaire-priseur en charge de la vente, dira « Ces 2 photographies datent de 1917, mais elles ont probablement été imprimées pour être vendues en 1920 lors des conférences théosophiques prônant une croyance dans le spiritisme. » Il ajoutera « Cela vous montre simplement que l'histoire derrière les fées Cottingley est toujours aussi attrayante et importante pour tant de gens. 100 ans plus tard, cela reste une histoire obsédante. » C'est on ne peut plus vrai, car en dehors du fait que cette histoire, du moins pour les 4 premières photos, était un simple canular, elle était précieuse pour la plupart des gens. Elle témoigne du besoin qu'éprouvent la plupart d'entre nous d'intégrer le merveilleux à nos vies, et le merveilleux de tout temps a fait partie de l'histoire de l'humanité. Pour avancer dans ce monde souvent hostile, le merveilleux donne l'espoir, il est réconfortant. Les fillettes de Cottingley ont réenchanté le monde et l'ont rendu plus vivable. Et puis surtout, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que les fées de Cottingley. J'ai même l'impression qu'il y a un tas d'histoires et de témoignages qui n'ont peut-être pas fait surface, car on ne parlait que de cette histoire. Combien d'observations continuent encore à être recensées encore aujourd'hui partout dans le monde ? On ne peut ignorer ces multiples témoignages qui décrivent les créatures du petit peuple avec autant de précision. En 2014, John Hyatt, 53 ans, professeur à l'université de Manchester et directeur de l'Institut de recherche et d'innovation en art et design, prendra des photographies de minuscules créatures ailées dans la vallée du Rosendale dans le Lancashire. Par la suite, il exposera ces photographies insistant sur le fait qu'elles étaient authentiques. Il voulait que les personnes gardent un esprit ouvert et apporter de la magie dans leur vie, déplorant le fait qu'il n'y en avait pas assez. Je conclurai ma vidéo avec cette très belle phrase de l'écrivain Roald Dahl que j'aime beaucoup. Et surtout, observez avec des yeux scintillants le monde entier qui vous entoure. Car les plus grands secrets sont toujours cachés dans les endroits les plus improbables. Ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais.